sorti mon téléphone, j'ai écrit comment devenir riche Ah ouais. sur mon téléphone. Au moins, on a une influence positive. Ok. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent influenceurs. De fois, on ne sait même pas savoir ils influencent sur quoi. Ça, c'est un vrai. Moi, ça me fait plaisir quand tu me dis ça. Déjà, leur vision, c'était de quitter le pays. Ok. Un point très. Arrivons seulement. Pour lui, c'était, je dois quitter le pays, je dois voyager. Dans le fait de voyager, pour lui, c'est une réussite. Ok. Et c'est fini. Et si tu penses que je suis pas né pour réussir, Tu vas échouer. c'est clair. Le lion, par exemple. Pourquoi on dit que c'est le roi de la forêt? I don't know. Parce qu'il y a des animaux plus grands que lui. Il y a des animaux plus rapides que le lion. Mm-hmm. Il y a des animaux même plus forts que le lion. Bien sûr. Mais pourquoi on dit que le lion, c'est le roi de la forêt? Okay. L'école, on réprimande ceux qui ne réussissent pas. On te dit, oh, t'es pas fort en moi, t'as échoué. T'es mauvais, tu vois. Okay. Mais dans la vraie vie, c'est faux. Tout le monde échoue. Si une personne échoue parce que vous l'avez dit à peine là, il y a quelques minutes, que échouer est généralement un abandon. Une personne s'est dit, bon, je vais plus continuer dans ça. Mais est-ce que quand une personne échoue dans un domaine, cela est synonyme que le domaine ne marche pas, ou c'est juste que la personne s'est décidée d'arrêter? Salutations à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, nous sommes très heureux d'être là avec vous aujourd'hui. Alors, nous sommes très honorés de recevoir une personne très spéciale qui nous vient des États-Unis d'Amérique, qui a fait un très grand sacrifice, en tout cas, pour être là. Je cite Monsieur Credo Okeke. Comment allez-vous, Chief? Très bien. Ça fait un plaisir de te revoir encore. Vraiment. La dernière fois qu'on s'est vu, je pense, il y a 2 ou 3 ans. Je crois 2 ans. C'était en 2022. 3 ans déjà, ça passe vite. Ok. Pour ceux qui ne le savent pas, la personne qui est juste là devant moi, c'est lui qui m'a tout appris sur l'entrepreneuriat. Bah, merci. Je crois que c'est un compliment, c'est rare. Avant que je ne vous rencontre, je me rappelle encore que ma vision était, je dois étudier et puis aller chercher un emploi. Mais je vous ai rencontré sur les réseaux sociaux d'ailleurs, sur Instagram. Sur Instagram le 22 janvier 2022. Ok. Aujourd'hui, nous sommes en 2025 et on se revoit encore. C'est vraiment une marque de considération. Ça fait plaisir, ça se voit que au moins on a une influence positive. Ok. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent influenceurs. De fois, on ne sait même pas savoir ils influencent sur quoi. Ça c'est un vrai. Moi, ça me fait plaisir quand tu me dis ça. Ça se voit quand même que la présence ou la visibilité sur les réseaux sociaux, c'était pas pour rien. Exactement. Au moins l'influence de jeunes, positivement, ça fait plaisir. Mais ça fait longtemps qu'on ne vous voit presque plus sur les réseaux sociaux. Non, j'ai arrêté. J'avais arrêté à un certain moment. Bon, surtout sur Instagram, sinon. J'ai arrêté, bon, il faut le dire, hein, parce que lorsqu'on a plusieurs activités à gérer au même moment, des fois, on manque de temps. Et ça nécessitait un peu plus de temps pour être présent sur les réseaux sociaux. C'est comme ça que j'avais arrêté à un certain moment. Ben, on verra. On va revenir. Moi, personnellement, je vous connais. Je peux même parler de vous. Mais les personnes qui vous suivent en ce moment ne savent pas qui vous êtes certainement. Parce que, comme on le sait, nous deux, vous n'aimez pas la visibilité. Non, pas trop. Déjà, même pour être ici, je sais que c'était vraiment un sacrifice. Alors, si on doit présenter Monsieur Credo Okeke, qui est-il? Bon, Monsieur Credo Okeke, je dirais que c'est un fou de l'entrepreneuriat. D'abord parce que moi, depuis mes 16 ans, depuis que j'avais 16 ans, depuis que j'ai eu mon bac, au moins je savais ce que je voulais. Je voulais entreprendre, je voulais travailler pour moi-même. Alors, ça s'est fait que c'est sur cette logique que je me suis donné. Donc je dirais que Monsieur Credo Okeke, c'est un entrepreneur, mais qui évolue au niveau des États-Unis. Donc je suis aux États-Unis, ça fera plusieurs années maintenant. Et c'est là que je me suis encore développé personnellement, parce que j'aime aussi le développement personnel, c'est ce que je prêche souvent. Je me suis développé personnellement et c'est là aussi que je me suis formé en tant qu'entrepreneur aussi. Toujours aux États-Unis. Je me suis formé et j'ai eu la chance de rencontrer de grands entrepreneurs américains qui m'ont certainement coaché, certainement orienté, et je suis ce que je suis aujourd'hui. Donc je dirais entrepreneur, businessman. Je suis aussi coach
Ok. Donc, je coach quelques jeunes dans le business, Ok. tu vois, et je suis surtout consultant. Il y a des gens qui me consultent aussi. Ok. Bien, donc c'est plus ça. Ok. Mais le fait pour vous d'avoir duré aux États-Unis donnera certainement l'impression, surtout aux Africains, que vous êtes simplement le fruit des États-Unis d'Amérique. Peut-être que vous n'aviez pas commencé l'entrepreneuriat en RDC, ce qui fait que votre témoignage risque de ne pas être crédible. Non, en fait, pour ceux qui me suivent déjà, ils savent. Ok. Moi, j'ai commencé mes aventures entrepreneuriales, c'était ici au Congo. Ok. C'est au Congo. Je me rappelle, je suis en année terminale. C'est lorsque je suis vraiment lancé en entrepreneuriat. D'accord. Et puis pour la petite histoire, c'était genre, je suis en train de chercher dans quel domaine où je pouvais facilement entreprendre, tu vois. Ok. Et vu que j'avais quand même de connaissances par-ci par-là, et il s'est fait que je suis allé voir, je me rappelle, c'était un hôtel, pour ne pas citer le nom. Ok. Je suis allé voir un des hôtels de la ville et puis j'ai discuté avec eux. J'ai dit, ils venaient à peine d'ouvrir. J'ai dit, voilà, j'avais à peine 16 ans. Tu vois, tu peux imaginer, il y a 16 ans. J'ai dit, voilà, vous avez besoin de la visibilité et moi, je peux faire une promotion pour vous. À 16 ans. À 16 ans. À Kinshasa. Ouais, à Kinshasa. En organisant des soirées. Tu vois. À 16 ans à Kinshasa. C'est comme ça que j'ai commencé dans l'événementiel, en fait. Ah bon. À l'époque, j'ai commencé dans l'événementiel. Ok. Et j'ai commencé à organiser des soirées. J'ai même produit quelques artistes de la place ici au Congo. Ah ouais. Pour ne pas citer le nom. Ok. Donc j'ai produit quelques artistes. On a commencé. Il y avait beaucoup d'artistes avec qui on a travaillé. On travaille même en collaboration, paix à son âme, avec T19. Ok. On a organisé plusieurs soirées avec lui. Et c'est là que j'ai commencé mes débuts. Et c'est là que j'ai commencé dans l'événementiel. Ok. J'ai travaillé même quelques réseaux de la place, pour ne pas citer le nom, dans l'événementiel toujours. Donc, tu vois, je me suis vraiment donné dans l'événementiel et c'est quelque chose que j'ai aimé. Et je continue jusqu'aujourd'hui, je suis dans l'événementiel. Jusqu'aujourd'hui, vous êtes dans l'événementiel. Là, c'est-à-dire, vous avez commencé avec l'événementiel en RDC et vous avez continué avec l'événementiel jusqu'aux États-Unis. Jusqu'aux États-Unis. Quand je suis arrivé aux États-Unis, pour la petite histoire, okay. J'ai amené la même idée parce que ça a marché ici. Okay. Quand je suis arrivé aux États-Unis, je suis allé voir quelques boîtes de la place. Il y en avait 2-3 boîtes égyptiennes. Je leur ai dit, hey, je peux ramener des gens. Et moi, j'ai mon pourcentage. Ils ont accepté. Et j'ai commencé en tant que promoteur des événements. Jusqu'à ce que je suis allé à la production. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai ma propre salle. Vous avez une salle? J'ai une salle. Salle d'événement? Non, salle d'événement. Aux États-Unis. Une salle polyvalente? Une salle polyvalente. Aux États-Unis d'Amérique? Ah ouais. Je vois que c'est... Comment on peut retrouver ça déjà? C'est à Dallas. Le nom, c'est Zuri Event Center. Donc, si vous allez sur le site internet, Zuri, Z-U-R-I, Event comme E-V-E-N-T, center.com, vous allez retrouver. Mais si nous regardons un peu la réalité, toutes les personnes, c'est-à-dire généralement les Africains qui quittent de la RDC pour aller aux États-Unis d'Amérique partent pour être employés. C'est ça l'idée. En fait, ça dépend aussi de la vision surtout. La vision, elle est très importante parce que c'est ce qui nous donne la direction. Lorsqu'on a une vision, on a une direction, on sait qu'est-ce qu'on doit faire, quel chemin prendre pour arriver jusque-là. Bon, certaines personnes déjà, leur vision, c'était de quitter le pays. Un point trait. Je comprends. C'est-à-dire, arrivons seulement. Pour lui, c'était, je dois quitter le pays, je dois voyager. Dans le fait de voyager, pour lui, c'est une réussite. Et c'est fini. Il va se contenter d'avoir un emploi, de rouler carrosse, d'avoir une maison et de vivre. Parce qu'il a atteint sa vision. Sa vision, c'était de quitter le pays. Tu vois un peu? Mais alors que moi, ma vision était, même si je quittais le pays, c'était revenir pour développer d'autres gens. Et me développer moi-même. Tu vois? Donc ma vision, c'était plus les développements personnels, mais aussi développer d'autres personnes. Tu vois, impacter aussi, influencer. Et je savais que je devais les faire dans l'entrepreneuriat. C'est comme ça que lorsque je suis allé, je me suis concentré, focalisé sur ça. Tu vois. Donc c'est différent, c'est juste question de vision. En tout cas, M. Crédé, je dois avouer une chose, c'est que moi personnellement, à chaque fois que j'ai discuté avec vous au téléphone et que je me souviens même une fois, je vous ai posé la question, c'est que vous faites réellement. Vous m'aviez dit, écoute, quand je travaille pour personne, je ne comprenais vraiment pas comment on peut être aux États-Unis
et ne travailler pour personne. Est-ce que vous pensez que ceux qui voyagent et qui arrivent, par exemple, aux États-Unis, au Canada, en Europe, parce que vous avez beaucoup voyagé, je le sais, qui s'arrêtent juste au niveau d'être, bon, ok, je suis arrivé, vous pensez que c'est simplement un problème de vision tel que vous le dites, ou bien qu'est-ce que vous pouvez dire au fait par rapport à ça? Il y a de ceux aussi qui ont quitté le pays, qui ont percé, qui sont allés loin. Moi, je connais l'un même de mes modèles. Je connais pas si tu connais Tian Yang. Tian Yang, le nom me dit quelque chose. C'est un Sénégalais. Okay. Pratiquement même histoire. Il quitte, il va aux États-Unis à 20 ans. Il essaie un peu de s'organiser dans la politique. Il avait une certaine vision politique. Il a travaillé dans la campagne du président Obama. Et il s'est fait quand même de l'argent. Il s'est fait un nom. Et lorsque il récupère quand même de l'argent, il rentre dans son pays et il s'investit dans l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, il est parmi les plus grands entrepreneurs au Sénégal. Donc ça veut dire qu'il y a des gens pareils. Quand ils vont, ils savent qu'après, c'est pas la finalité au fait. D'accord. Le voyage arrivé quelque part, c'est pas la finalité parce que dans ces pays aussi, il y a des réalités sociales. Tu vois. Donc moi je pense comme je te l'ai dit, c'est vraiment un problème de vision. Donc raison pour laquelle c'est très important de rêver grand. Moi j'aime des jeunes qui rêvent grand comme toi par exemple. Merci souvent, je te dis c'est bien. Dans la vie il faut avoir une grande vision, il faut rêver grand. Parce qu'au moins c'est ce qui te motive et c'est ce qui te pousse à aller loin, à faire plus. Tu vois. Parce que quand on n'a pas de vision, souvent on reste dans notre zone de confort. Et c'est ce qui fait que la plupart de gens ne quittent pas cette zone de confort et ils n'évoluent pas. Parce que sans te mentir, quand tu arrives à l'étranger, rester dans la zone de confort, c'est facile, hein. C'est très facile. Ils ont pas beaucoup de problèmes sociaux comme au Congo. Donc, ça veut dire manger, boire, c'est pas un problème déjà. Se vêtir, c'est pas un problème. Tu vois? Donc, ça veut dire que tu peux rester dans ces pièges-là, rester dans ces zones de confort. Donc, je gagne mon argent, je paye maison, je roule carrosse, ça me suffit. Tu vois? Donc là, c'est leur vision. Leur vision, c'est d'arriver là-bas pour vivre mieux. C'est juste ça. Juste un problème social, au fait. Juste un problème social. J'ai besoin de vivre mieux. Je vivrai mieux à l'étranger que dans mon pays. Tu vois? Mais quand tu rêves un peu plus grand, quand t'as de grandes ambitions, l'idée, ce n'est plus de vivre mieux, mais l'idée, c'est de faire mieux. C'est quoi la différence déjà? C'est un mindset, c'est un problème de mindset. C'est un problème de mindset. C'est comme ça que je te disais, même quand on parlait au téléphone, je disais, la première des choses que tu dois d'abord travailler, c'est ton mindset. Exactement. C'est ton état d'esprit. C'est ta façon de voir les choses. Parce que la plupart du temps, tu verras, c'est qui vont loin par rapport, quand on parle de loin, c'est par rapport aux objectifs, hein. On juge personne. Tout à fait. C'est par rapport aux objectifs. C'est qui arrivent quand même à atteindre leurs objectifs et aller un peu plus loin. Tu verras qu'ils ont une façon de réfléchir différente. Tu vois? La raison pour laquelle le mindset est très important, les développements personnels, c'est important. Quand tu as un bon mindset et tu te retrouves à un bon endroit, tu ne peux qu'évoluer. Alors, Monsieur Credo, dites-nous un peu, vous êtes, dans l'émission podcast de la peur à la scène. Et comme le dit bien le thème ou le titre, c'est de la peur à la scène. C'est-à-dire, est-ce que, avant que vous puissiez vous lancer en entrepreneuriat, je vais commencer vraiment depuis les bas âges jusqu'à ce que vous puissiez atteindre ce que vous êtes aujourd'hui. Est-ce que vous aviez peur? Ça, c'est ça la première question. Attends, je te dirais que la peur, c'est naturel, hein. Tout le monde a peur. On a tous peur. Tu vois un peu. Bien sûr que j'ai eu peur plusieurs fois. De quoi exactement? D'échouer déjà. Ça, c'est naturel. Beaucoup de gens ont peur d'échouer. C'est naturel. Tous les entrepreneurs ont toujours peur d'échouer. Mais le problème, c'est ne pas se faire de limites ou que ça ne puisse pas te limiter, en fait. On a tous peur d'échouer. Mais d'autres prennent ça pour une motivation, d'autres prennent ça pour un obstacle. Et pour votre cas, c'était quoi? Comment vous avez utilisé votre peur? C'était un obstacle ou une motivation? Non, c'est une motivation. C'était pour me prouver moi-même que je pouvais le faire. Comment on peut quand les... Je vais te donner un exemple. Il y a la peur, par exemple, et la foi.
c'est deux émotions similaires, très similaires. Allez-y. Tu vois? Parce que le 2 travaille sur le subconscient. Donc ça veut dire quand on a peur de quelque chose qui n'existe pas souvent. Quand on a peur de quelque chose qui n'existe pas. Pas encore. C'est très fort. Tu vois? Donc c'est pas encore la raison pour laquelle on a peur. C'est imaginaire. C'est imaginaire. Ok. Et quand on a la foi, on croit à ce qui n'existe pas. Qui n'existe pas non plus. C'est imaginaire. Ça se joue dans ton subconscient. Tu vois? Donc ça veut dire que plus tu te focalises sur tes peurs à toi, t'attires ta peur. Parce que c'était dans ton subconscient. Ça n'existait pas encore. Et plus tu te focalises sur, qu'est-ce qui peut m'arriver si j'échoue. Tu vois? Donc, tu vas échouer. Tu vas échouer. Tu vas un peu t'attires. C'est-à-dire que tu manifestes tes pensées. Exactement. La manifestation de pensée. Parmi même l'un des livres que j'avais écrit. Ah oui, manifeste. Vous êtes même écrivain. Et là, j'ai pas écrivain, mais. Vous avez écrit. J'ai écrit un livre sur ça, en fait. Ah ouais. Manifest your thought. En anglais, c'est en anglais. Ça veut dire qu'on manifester vos pensées. Manifester vos pensées. Exactement. Donc, c'est-à-dire que quand t'as peur, la plupart du temps, souvent, tu manifestes cette peur. Tu vois. Et la foi. Moi, tu peux choisir entre la peur. Il y a même une de vidéos sur TikTok, parce que je suis souvent sur TikTok. Bien sûr. Je dis entre la peur et la foi. Je préfère encore que je choisisse la foi. Donc, si je comprends bien, la plupart des personnes qui vivent, c'est-à-dire qui échouent à tout moment, et dans leur motivation ou la chose qui cause même cet échec, si c'est la peur, on dirait que c'est eux-mêmes en fait qui produisent cela. Mon frère, je vais te dire une vérité. C'est vrai, ça peut être un cliché, un peu, mais c'est une vérité. On est, je dirais même 90% le fruit de nos pensées. 90% le fruit de nos pensées. Essayez de développer, je comprends rien. Donc, c'est-à-dire que, il y a même Napoleon Hills. Il a écrit un livre, Think and Grow Rich. Réfléchissez et devenez riche. Tu vois, et dans le livre, il dit, on est où on devient, c'est qu'on pense. Je comprends. Donc, ça veut dire que dans ta vie, si tu penses que je suis pas né pour réussir, tu vas échouer. C'est clair. C'est clair. Donc, ces questions, attends, je veux te dire, bon, ça, c'est scientifique, hein. D'accord. C'est prouvé aussi scientifiquement qu'une pensée dégagée, c'est une énergie qu'on dégage. D'accord. Dans le cosmos. Tu comprends? Donc, les scientifiques disent que le monde est énergie. Donc, lorsqu'on dégage une pensée, c'est une énergie qu'on dégage. Et si c'est une énergie positive qu'on dégage, le retour souvent, c'est un retour positif. Mais si c'est une énergie négative qu'on dégage, le retour sera négatif aussi. Donc ça veut dire que il y a même, je connais même un pasteur dans son église, il a écrit un livre de positive thinking. Et tout ce qu'ils font, il entraîne, hein, il train his people, ou il entraîne ces gens à réfléchir positivement. Et tu verras que dès que tu commences à changer ta façon de réfléchir, ça impacte ta vie et tu verras le résultat se manifestera, tu vois. Parce que, attends, je vais te donner un exemple. Le lion, par exemple. Pourquoi on dit que c'est le roi de la forêt? I don't know. Parce qu'il y a des animaux plus grands que lui. Il y a des animaux plus rapides que le lion. Il y a des animaux même plus forts que le lion. Bien sûr. Mais pourquoi on dit que le lion, c'est le roi de la forêt? C'est parce que lui-même, il pense qu'il est le roi. C'est son attitude. D'accord. Tu vois un peu. Le lion, quand il est devant un éléphant, il n'a pas peur. Au contraire, c'est l'éléphant qui a peur souvent. Pourquoi? Parce que c'est l'attitude du lion. Il pense que il va tout ranger. Il pense que il va tout dévaster. D'accord. Et quand il marche avec cette attitude du roi, en fait. Tu vois? Et pire encore, tu verras même dans la Bible, hein, je suis pas trop religieux. Mais lui-même aussi, Dieu, quand il prend un exemple d'animaux, il se réfère plus au lion. Mais, en fait, Chief, ce dont vous êtes en train de parler, je me rends compte que c'est pas le credo de 16 ans qui est en train de nous parler. Ce n'est pas le credo de 20 ans, 21 ans, mais c'est plutôt celui que vous êtes aujourd'hui, parce que vous avez débuté depuis 16 ans dans l'entrepreneuriat. Alors, ce langage que vous avez, c'est un langage assez dur et c'est pas assez facile pour un enfant, par exemple, de 16 ans, comme vous à l'époque, 17, 18, 20, 25 quand même, pour qu'il puisse directement comprendre. Parlez-nous un peu de
si on doit être dans votre propre expérience, est-ce que vous aviez dit oui, la peur est naturelle. Ok, on a compris. Mais est-ce que vous avez des témoignages, c'est-à-dire des cas concrets, un peu comme 2 ou 3 peurs dont vous aviez surmonté? Par exemple, peut-être un projet où vous devriez lancer, mais vous aviez peur, vous posiez la question, est-ce que je vais y arriver? Mais vous aviez quand même atteint l'objectif. S'il y a des témoignages comme ça, si vous pouvez nous les partager et dites-nous comment vous avez fait. Bien sûr. Je vais te donner un exemple. Par exemple, à 16 ans aussi. Peu importe. À 16 ans, par exemple. D'accord. Un adolescent de 16 ans a peur aussi, j'ai peur. Je pense que aller voir un établissement ou un grand monsieur de la place, pour lui présenter un projet, déjà, il faut affronter sa peur pour arriver à ce niveau-là. Ok. Tu vois. Et on avait l'habitude de dire avec une de mes sœurs, souvent, quand on était gamin, on se disait ça, on répétait ça souvent, mais après, j'ai compris que c'était un état d'esprit que j'étais en train de forger. D'accord. On disait souvent, ce qui ne te tue pas te rend fort. Ouais, je connais là. C'est ça que je me disais quand j'avais 16 ans. Ce qui ne te tue pas te rend fort. Donc, si je dois aller frapper, demander, si ça me tue pas, je le ferai. Tu vois un peu? Au lieu d'avoir peur pour dire que je suis jeune, sûrement il va pas me prendre en considération. Non. Je m'habille bien, j'arrive, je frappe, je demande, j'essaie de convaincre. Et ils ont accepté, tu vois. Déjà à 16 ans, j'avais cette mentalité-là de me dire que si je le fais pas, de toute façon, même si ça n'aboutit pas à une finalité, mais au moins j'ai osé. Tu vois, j'ai pas envie d'avoir ce remords. Ok. Déjà dès le bas âge, j'aimais pas des remords genre j'aurais dû essayer, tu vois un peu. Ok. Et cette mentalité là, j'ai ramené ça aux États-Unis aussi. J'avais cette mentalité là de c'est qui ne me tue pas mais rend fort. D'accord. Donc de toute façon, j'ai rien à perdre. Donc je dois essayer, je dois me lancer. Même pour me lancer dans le business aux États-Unis, tu vois. Parce que ça c'est l'un des business que j'ai, mais j'avais essayé d'autres qui ont échoué. Ok. Ah, vous avez aussi échoué. Bien sûr. Il n'y a aucun entrepreneur qui te dira qu'il n'a jamais échoué. Bon, la plupart n'en parlent pas. Généralement, nous voyons juste de success story. C'est parce qu'ils ont continué, en fait. Vous avez échoué dans quoi, par exemple? J'ai échoué dans beaucoup de business que j'ai essayé, qui n'ont pas marché. Ah ouais? Ouais. L'un d'eux, par exemple, je vais te donner un exemple vague, le dropshipping, par exemple. Tu vois? Ok. Pour ceux qui ne savent pas, bah, toi, tu connais le dropshipping. Donc, j'ai essayé le dropshipping, ça n'a pas marché. J'ai essayé même la vente de voitures. La vente des voitures. Yeah. À qui, nous, aux États-Unis? Aux États-Unis. Ah ouais. Yeah. Tu vois, ça n'a pas marché. Ok. Tu vois. Donc, yeah. Mais généralement, chez nous ici, quand on voit l'échec, en fait, déjà la mentalité que nous avons de l'échec est que quand tu échoues, bah, sorry pour les termes, mais apparemment tu es bête. En fait, c'est comme ça qu'on nous a en fait inculqué l'échec. Mais comment ça se fait qu'un monsieur qui a échoué comme vous aujourd'hui a atteint le niveau qu'il a? Non, mais tu vois, dans l'une de mes vidéos même, j'en parle, je dis, je pense que c'est le système éducatif qu'on a aussi qui nous a mal influencés, tu vois. À l'école, on réprimande ceux qui ne réussissent pas. On te dit, t'es pas fort en maths. T'as échoué. T'es mauvais. Tu vois. Mais dans la vraie vie, c'est faux. Tout le monde échoue. Mais l'essentiel, c'est de se relever, de continuer. Parce que ceux qui réussissent, c'est pas ceux qui n'échouent pas, mais c'est ceux qui échouent, mais qui continuent. Tu vois un peu la différence. Donc, ça veut dire que si ça n'a pas marché, mais au moins, tu as appris quelque chose. D'accord. C'est une expérience que tu as acquis. Tu vois? L'expérience, tu l'as acquis. Et puis, you move on. Tu vois? You move to the next step. Donc, ça veut dire tu passes à une autre étape. Donc, ça veut dire, ça n'a pas marché. J'ai compris pourquoi ça n'a pas marché. Bon, on essaie quelque chose d'autre. Tu vois un peu la mentalité. Donc, ça veut dire, il n'y a aucun entrepreneur qui te dira dans le monde qu'il a jamais échoué. C'est faux. Aucun. Il n'y a pas. C'est faux. Ah ouais. Et c'est quoi la raison pour laquelle, généralement, la plupart des entrepreneurs à succès ne nous présentent jamais leurs échecs? J'ai dit bien généralement. Bon, l'essentiel, c'est le résultat, c'est la finalité. Hein. D'accord. Tu vois,
c'est les réseaux sociaux aussi. Parce que personne ne voudra, l'échec n'attire personne, tu vois. D'accord. Personne ne voudra apprendre des ça, en fait. Mais les gens, ils aiment tout ce qui paraît, quoi. Tu vois un peu. Ah, le gars, il a réussi et il pense que c'était un coup, une flamme. Non. Deux fois, c'est beaucoup de sacrifices. C'est beaucoup d'échecs. Tu vois. Tu connais Thomas Edison? Bien sûr, bien sûr. C'est lui qui a inventé l'ampoule. Ouais. Tu sais, il a essayé au moins 909 fois pour arriver à l'ampoule, ouais. Et on lui pose la question, on lui dit, mais vous avez échoué 999 fois. C'est quoi les secrets de votre ténacité? Tu vois, tu sais ce qu'il a dit? Non. Il a dit, j'ai pas échoué 999 fois. Je n'ai que essayé différents moyens pour atteindre mon résultat. Ok. Tu comprends un peu la mentalité. Donc, c'est ça, en fait. Et pour ceux qui abandonnent parce qu'ils ont échoué. C'est ça le problème. Le problème, c'est quand t'abandonnes, bon, t'obtiens rien. Tu vois? Apparemment, je me rends compte que la meilleure façon d'échouer, c'est d'abandonner. Non, la meilleure façon de ne pas atteindre ses objectifs, c'est d'abandonner. D'accord. Tu comprends un peu? Ok. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si je dois arriver à un point, en fait, il faut prendre ça comme une direction. Hein. Tu dis que je dois arriver à un point, au point D. Tu vois? Ok. Tu prends cette route, tu prends A pour terminer au point D. Tu vois? Mais le A ne t'amène pas là. La route, elle est bloquée. Si tu t'arrêtes au point A, tu n'arriveras jamais au point D. Tu n'atteindras jamais cette finalité. Ok. Tu vois? Et qu'est-ce que tu fais? Tu essaies de contourner, tu essaies de trouver un autre chemin. D'accord. Tu vois? Si c'est le C que tu dois prendre, ou le B, ou passer par le C, tu dois prendre tout ce chemin-là pour arriver à ta destination finale. Wow. Tu vois? Ben. En tout cas, et qu'est-ce que vous pensez au fait de l'entrepreneuriat par rapport à vous? C'était quoi le déclic? Parce que je me dis, moi, je n'arrive jusque-là pas à comprendre comment un jeune de 16 ans, à Kinshasa précisément, en tout cas parce que là, je n'arrive pas à mettre ça dans la réalité. Vous voyez, parce que ça risque de donner l'air d'être un peu... Vous voyez, j'ai même... Cliché, en fait. J'ai même regardé une vidéo d'un monsieur qui explique, voilà, les entrepreneurs avec leur témoignage. Il dit, moi, par exemple, je suis devenu millionnaire à 3 ans. Il dit que quand j'avais 6 mois, mon père m'a chassé de la maison. Et à 1 année, j'ai eu mon premier business. 2 ans, je suis devenu, j'ai fait $100,000 et puis à 3 ans, paf. Et en fait, là, c'est-à-dire, il montre juste le côté où voilà, les entrepreneurs sont dans les extravagances, en fait. Alors, vous, c'était quoi le déclic? Comment ça se fait qu'un jeune de 16 ans a pu atteindre ça? Comment il a pu avoir ces moyens? C'était quoi le pourquoi, en fait? Tu vois, ça, comme tu as dit, c'est un cliché. C'est vrai. Tout le monde pense qu'on s'est fait une histoire pour montrer que on a passé par ça. Mais moi, je te dirais une vérité. 98% de millionnaires aujourd'hui sont des self-made de première génération. Ça veut dire? Ça veut dire que ils n'ont pas hérité de leur richesse. Ils ont créé leur propre richesse. Tu vois? Donc, ils se sont battus pour être de la première génération de millionnaires. Donc, ils créent leur propre richesse. Ils n'héritent pas de ça. Donc, ça veut dire qu'ils ont commencé quelque part, ils ont commencé vers le bas. Tu vois? Et c'est lui qui, souvent même, j'ai suivi un entrepreneur américain qui dit, c'est mieux de commencer vers le bas. Parce qu'on a cette motivation. Et on n'a rien à perdre. Celui qui n'a zéro, il a zéro. Ce petit gamin-là de 16 ans, il a zéro. Il n'a rien à perdre. Tu vois un peu? Contrairement à celui qui a 10 millions, qui doit investir 5 millions, il doit réfléchir plusieurs fois. Yes. Mais c'est lui qui a 16 ans, il a rien à perdre. Tu comprends un peu? Mais quand j'avais 16 ans, je voyais pas ça comme ça, en fait. Maintenant, j'en parle, c'est parce que c'est l'expérience, tu vois, c'est l'expérience et j'ai compris que, ok, quand j'avais 16 ans, moi, je pensais, au fait, moi, à 16 ans, moi, tout ce que je voulais, c'est de me faire de l'argent. C'est pour ça que je le fais. Tu vois? Et en soi, en fait, ma motivation même, c'était, tu vois, c'est d'aller en boîte. Je te dis, sans te mentir. Ma motivation, c'était ça. C'était de me faire de l'argent pour sortir, aller en boîte. D'accord. Tu vois un peu? Sortir avec des amis. C'était ça ma motivation. C'était plus de faire de l'argent. C'était même pas dans les cadres que, non, je dois entreprendre, je dois être entrepreneur. Non, je savais rien. Je savais même pas que c'était de l'entrepreneuriat. Pour moi, c'était juste, je dois chercher, je dois me débrouiller, je dois me faire de l'argent. Tu vois? C'est après, quand j'ai compris, quand j'ai grandi en maturité, j'ai compris,
Je comprends maintenant pourquoi j'ai cette détermination. C'est apparemment, j'avais déjà ces goûts de le bas âge. Tu comprends? Maintenant, là, je peux raconter cette histoire, mais avant, je pouvais pas, tu vois. Et je veux te dire, le déclic, c'est arrivé où? Quand j'étais au States, à un certain moment, je devais aller au collège, à l'université. Ok. Je vais étudier, mais je veux vivre aussi. Et j'étais en train de faire les deux. Travailler, aller à l'école, travailler, aller à l'école, travailler, aller à l'école. À un certain moment, c'était devenu too much. Too much, c'était, tu vois. J'ai dit non, je peux pas. Je veux beaucoup, en fait. C'est devenu beaucoup donc, tu vois, c'est too much. J'ai pas assez de temps, je dois étudier, je dois aller travailler, je dois étudier. J'ai dit, mais comment je peux vivre comme ça? Guess what? Tu vois, l'histoire, c'est quoi? Une fois, j'étais dans ma chambre. Je te dis, ça, c'est l'histoire vraie. J'ai dit, mais comment est-ce que je peux sortir de cette, tu vois, en anglais, on dit rat race, tu vois. J'ai donc, littéralement, j'ai Google how to become rich. I just Google it. Les francophones sont perdus, là. Je suis allé sur Google. Tu vois, un peu de fois, on se pose pas la question, demande pas. On veut seulement être riche, tout ça. Je suis allé sur Google, sur mon téléphone, sur mon lit. Je suis rentré tard, je suis fatigué. J'ai sorti mon téléphone. J'ai écrit comment devenir riche. Ah ouais. Sur mon téléphone, sur Google. J'avoue que même moi aussi, ça m'est déjà arrivé. Exact. tu vois, ça, c'est la mentalité. Yeah. C'est la mentalité, ça veut dire que c'est un déclic que tu cherches, tu vois. Et thanks God, merci. Je remercie Dieu parce que la première des choses que je suis tombé, c'est une des vidéos de Robert Kiyosaki. D'accord. C'est là que ça a changé mon mindset. Ok. J'ai commencé à regarder les vidéos de Robert Kiyosaki. Là, je me rappelle pas, j'avais quoi? 20 ans, 21 ans? 20 ans, 21 ans. Yeah. D'accord. Là, vous étiez déjà aux États-Unis? Là, je suis aux États-Unis. Ah ouais. Yeah. Tu vois? Ok. J'ai regardé les vidéos de Robert Kiyosaki jusqu'à ce que j'ai compris que c'était un écrivain aussi. J'ai commencé à les premiers livres. Imagine au comment on lit pas, tu vois. On n'a pas cet amour de la lecture. C'est pas trop la culture. Même moi, quand j'avais 16 ans, même à l'école, j'aimais pas lire. Mais c'est cette énergie-là. Je me suis fait violence. C'est parce que je voulais devenir riche. C'était juste ça, la motivation. Je comprends un peu. Je me suis fait violence moi-même. I was like, non, je dois acheter le livre de ces gars. C'est le premier livre que moi, j'ai sorti de ma bouche. C'était quoi le titre, déjà? Rich Dad, Poor Dad. Ok. Un père riche, père pauvre. Ok. Le premier livre que je conseille toujours à tout le monde. C'est qui a changé mon mindset. Yeah. Là que j'ai compris que tout ce que je faisais, c'était de l'entrepreneuriat. D'accord. Je comprends un peu. Là, ça a changé mon mindset. Là, maintenant, j'ai compris, c'est vrai. En soi, je comprenais pas le système. Là, j'ai compris que, c'est vrai. Tu vois, dans les livres même, il parle de gens qui sont dans le côté il y a des consommateurs et des producteurs. Bien sûr. Ou soit t'es un consommateur, ou soit tu veux être producteur. Donc, tu produis pour que les gens viennent acheter chez toi, soit c'est toi qui prends pour sortir de l'argent. Je pense même que c'est ça la différence qu'il y a entre les pauvres et les riches. Exactement. C'est-à-dire les pauvres sont des consommateurs, mais les riches, eux, tu sais, tu peux aller même sur Larousse et c'est un peu tu peux Google ça. La définition de la pauvreté, c'est quoi? C'est de voir. T'as jamais essayé? Du tout. J'ai en tout cas sincèrement. En anglais, c'est lack of resources and production. Un manque de ressources et de la production. C'est juste la pauvreté. Quand tu produis pas, t'as pas de ressources, c'est là que c'est un manque. Alors apparemment, la pauvreté n'a rien à voir avec le manque d'argent. D'abord. Ça n'a rien à voir avec le manque d'argent. Ouais. C'est un manque de production. Parce que quand tu produis, l'argent vient. L'argent, le problème, c'est ça. Avant, si moi, je pensais ça. Moi, toute ma vie, j'ai cherché de l'argent. Quand j'ai commencé à comprendre Robert Kiyosaki, j'ai compris que on court pas derrière l'argent. Non. On doit créer de valeur pour que l'argent vienne. Tu comprends? Qu'est-ce que tu apportes sur le marché? C'est quoi la valeur ajoutée que tu ramènes? Tu vois un peu? D'accord. Genre, tu viens, comme toi là, tu viens chez moi, tu me dis, donne-moi de l'argent. Mais qu'est-ce que toi, tu me donnes en retour? C'est un peu ça. Tu vois? C'est de la valeur ajoutée. C'est juste un moyen d'échange. L'argent en soi, c'est rien, c'est le papier. C'est un moyen d'échange. De valeur. D'accord. Tu vois? T'as une valeur A, moi j'ai une valeur B. Tu vois? J'ai besoin de la valeur B. Et on s'échange. Et ces moyens d'échange, c'est l'argent. C'est juste ça. C'est après que j'ai compris, quand j'ai arrêté de courir derrière l'argent, c'est comme ça que j'ai compris beaucoup de choses. C'est comme ça, I was like, ok. Là maintenant, je dois essayer maintenant
à aller plus dans l'entrepreneuriat, parce que l'entrepreneuriat, c'est celui qui apporte de la valeur sur le marché. D'accord. Et quand j'aurai de la valeur apportée sur le marché, l'argent, ça sera juste un résultat. Un résultat. D'accord. Ça sera un abouti. Ok. Juste ça. Wow. Ok. Et est-ce qu'on peut parler d'un riche qui n'a pas d'argent? Mais un riche sans argent, est-ce qu'on peut en parler? Riche par rapport à quoi? C'est-à-dire, vous avez Aux dit, enfants, vous avez dit par exemple vous, pour votre cas, lorsque vous aviez compris, vous ne couriez plus directement derrière l'argent. Vous étiez en train de courir derrière quoi exactement? Apporter de la valeur sur le marché. D'accord. Tu vois? Ok. En échange avec de l'argent. Je savais que l'argent allait être juste le résultat. D'accord. J'avais plus besoin de courir derrière l'argent. Ok. Je devais maintenant chercher à apporter de la valeur sur le marché qui devait attirer de l'argent. D'accord. Tu comprends un peu? Très bien. C'est un peu ça la mentalité. Ça veut dire que j'ai besoin d'acheter un pantalon, par exemple. Je vais pas aller commencer à commander à tout moment, demander à quelqu'un tout ça. Tu vois? Bon, je dois me demander qu'est-ce que moi je peux faire. Apparemment, je pars bien. Je suis allé dans les bonnes écoles, de bonnes études. Je vais demander 3 membres de ma famille. Je peux faire le MC dans ton mariage, tu peux me donner moyennant $20. C'est de la valeur que t'as apportée. Ils te disent, on devait payer quelqu'un d'autre, mais si tu peux le faire, il n'y a pas de problème. Comme ça, on va te donner $20 comme t'es quelqu'un de la famille. On te donne $20. Tu vois? J'ai été choqué dernièrement quand vous m'avez envoyé vos photos. Parce que là, on croirait que vous êtes en train de donner juste un exemple, mais je vous ai vu en train de faire le MC. Je l'ai fait. Je te donne un exemple concret, c'est ce que je te dis. Moi, je ne prêche que par expérience. Exactement. Je l'ai fait aux États-Unis à un certain moment. Parce que j'avais rien. Parce que ça, c'est sont des service business. Les gens comprennent. Des services business que t'as pas besoin de capital pour commencer. D'accord. À un certain moment, j'avais rien, j'ai pas de capital, mais j'ai besoin de, tu vois, de l'argent. Comme je peux plus courir derrière de l'argent, je dois offrir un service. Mais le service que je pouvais offrir, je parlais français aux États-Unis. C'est-à-dire que je peux faire un MC en français et en anglais. C'est comme ça que je commence à voir des gens. Je dis, il n'y a pas de problème, je peux faire les deux. Et les gens me payent pour ça. C'est un service. Mais à travers ces services, mais maintenant je le fais plus, mais avant, je le faisais quand même. D'accord. Donc ça veut dire, à travers ces services, ça m'a rapporté quand même, c'est une autre source de revenus. D'accord. Je suis un peu dingue. C'est ça, en fait. Vous nous avez raconté, vous m'avez raconté l'histoire de comment vous avez eu à échouer dans le passé. Alors, plusieurs fois. Le plus grand même, c'était, j'ai perdu 20K dans les bitcoins, quoi. Vous avez perdu 20 000 dollars. On parle de $20 000. Yeah. Il y a une question qui me passe à l'esprit. Vous avez échoué dans le dropshipping, vous avez perdu $20 000 dans le Bitcoin. Est-ce que si une personne échoue parce que vous l'avez dit à peine là, il y a quelques minutes, que échouer est généralement un abandon, une personne s'est dit, je vais plus continuer dans ça. Mais est-ce que quand une personne échoue dans un domaine, cela est synonyme que le domaine ne marche pas ou c'est juste que la personne s'est décidée d'arrêter? Bon, ça dépend, ça c'est une bonne question, mais ça dépend maintenant de comprendre ses atouts, il faut se connaître, tu vois. Mais il faut accepter aussi, moi, si j'ai échoué dans ce domaine-là, c'est parce que je maîtrisais pas aussi. Ah ouais. Tu vois, je sais pas si tu te rappelles, souvent je te conseille toujours, faut te lancer dans un domaine que tu maîtrises. Que tu maîtrises, tout à fait, oui, très souvent. Et très souvent, quand tu maîtrises quelque chose, c'est comme ça même que j'ai une salle de fête, c'est parce que j'ai compris que je maîtrisais l'événementiel. Parce que j'étais dans ça dans plusieurs années. Tu vois, parce que le dropshipping, par exemple, le Bitcoin, c'était un nouveau monde. Le Bitcoin, c'était nouveau, tu vois. Je voulais essayer comme tout le monde me disait que j'ai mis autant de temps que je prenne de l'argent. Mais il faut le dire aussi que j'ai fait de l'argent, c'est pas que c'est vrai que ça c'était le plus grand montant que j'ai perdu. Au moins j'ai fait de l'argent dans le Bitcoin aussi. D'accord. Genre un peu. Mais après c'était genre quand ça drop de prix et tout, I was like, je peux faire encore plus d'argent. J'ai mis. Vous avez tout misé. Pratiquement. Heureusement, j'ai pas tout misé ce que j'ai quand même mis. tu vois un peu. Mais puis après, je me réveille le lendemain. C'est le plus choquant parce que c'est en moins de 24 heures que j'ai perdu cet argent. Vous avez perdu $20 000 en moins de 24 heures. En moins de 24 heures, je te jure. Genre, tu mets ça là, tu te réveilles le matin, tu ouvres, il y a plus rien. Mais en fait, le Bitcoin pour nous les Africains, c'est déjà c'est le chinois, on comprend presque pas.
C'est que si vous pouvez nous aider à mieux comprendre, c'est quoi exactement le Bitcoin? Bitcoin, c'est la monnaie digitale, c'est le cryptocurrency, la monnaie, la cryptocurrency, c'est la monnaie crypto, en fait. Ok. En fait, je crois que c'est arrivé en quelle année, je me rappelle plus, si je me trompe pas, je crois que c'est en 2010 peut-être. Il y a un gars qui a amené un système de blockchain. Blockchain, c'était juste un système où la monétisation n'était pas contrôlée par le gouvernement, en fait. Il s'était dit, mais si on crée de la monnaie virtuelle, au lieu que ça puisse être contrôlé par le gouvernement, mais que ça puisse être contrôlé par personne. Et pour ce faire, il a amené un système de blockchain, par exemple, où ils étaient en train de faire de mine, en fait. C'est compliqué, mais c'est de faire de mine pour créer les bitcoins. Et ils ont un nombre limité de ces bitcoins, de cette monnaie virtuelle que les gens peuvent acheter. D'accord. Et quand ça a commencé, sans te mentir, c'était à $12. Si j'avais commencé à l'époque, je serais peut-être multimillionnaire aujourd'hui. Ok. J'en regrette quelque part. Genre un peu. Parce que ça a commencé, plus de gens achètent, plus ça monte de valeur. Aujourd'hui, le bitcoin, je pense, si je ne me trompe pas, c'est une valeur de $60,000 pour un bitcoin. À l'époque, c'était $12. C'était $12. Wow. Ok. Tu vois un peu? Et vu que la valeur montait gravement, c'est comme ça que beaucoup de gens ont commencé à s'intéresser au bitcoin, je crois, à partir de, 2012, 2012-2013, c'est comme ça, beaucoup de gens ont voulu se lancer dans ça, en fait. D'accord. Mais c'est de la monnaie virtuelle, quoi. C'est vraiment de la monnaie virtuelle. J'ai bien aimé le côté où vous aviez signifié le côté où, si vous aviez échoué ou perdu de l'argent dans le Bitcoin, il y a aussi le détail où vous n'étiez pas assez formé pour ça. Bien sûr, je l'avoue, je suis pas formé. D'ailleurs, je pense que j'ai regardé, un entrepreneur aussi l'a dit, vous m'aidez à peine de le dire, que investir dans un domaine que vous maîtrisez. C'est l'habitude, vous me le dites de temps en temps. Plusieurs fois. Mais est-ce que l'échec en soi, a-t-il été avantageux par rapport à votre parcours étant qu'entrepreneur, en fait? Bien sûr, très important. Je dirais même, je suis le fruit de mes échecs. Non, répétez ça, s'il vous plaît. Je suis le fruit de mes échecs. Comment ça? Aidez-nous, s'il vous plaît. C'est l'expérience. Tu vois, l'échec, c'est quoi, en fait? Les gens prennent ça pour échec. Les Américains, ils disent, there is no failure. Always learning. Je comprends. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'échec. C'est un apprentissage. Tu comprends un peu. Donc, ça veut dire quand on échoue en soi, on apprend. Ça veut dire qu'il y avait une manque d'information que tu n'avais pas, raison pour laquelle tu n'as pas pu aboutir à une finalité. C'est juste manque d'information. D'accord. Tu comprends? Et des fois, c'est genre, par exemple, avec le dropshipping, tu vois, j'étais vraiment pas très informé. Ok. Mais j'essaye quand même, tu vois, et j'essaie de découvrir et apprendre en même moment. Tu vois. Ok. C'est comme ça que tu as beaucoup de chances de ne pas réussir parce que tu es en train d'apprendre en pratique. Ok. Ça, tu apprends de tes erreurs, carrément. Apprendre de tes erreurs. Tu comprends? Et là, j'ai l'expérience. Si je dois le refaire, je peux le refaire avec beaucoup de confiance et de confidence, maintenant. Ok. Tu comprends? Même dans l'événementiel, j'ai pas toujours réussi. J'ai échoué, il y a beaucoup d'événements que j'ai fait. Vous pouvez nous raconter un peu, comme par exemple... Il y a des événements que j'ai eu à produire qui étaient de fiasco. Tu vois, un peu, tu sors de l'argent, tout ça, tu loues une salle, tout. Les gens ne viennent pas parce que dans l'événementiel, surtout dans la production d'événements, c'est plus le droit d'entrée, la vente, tout ça. Quand les gens ne viennent pas, tu ne fais pas d'argent. Ah ouais. Tu vois? Donc, tu contrôles pas ça. C'est-à-dire, vous avez eu à perdre aussi beaucoup d'argent dans l'événementiel? Bien sûr. Mais j'ai aussi à gagner beaucoup d'argent. Donc, c'est ça, c'est la vie, tu vois. J'ai à produire aux États-Unis des grands noms, des grands articles, je n'aimerais pas citer. Mais au moins, on a eu à faire de l'argent dans ça. Tu vois un peu? C'est-à-dire que c'est normal, mais j'apprends de mes échecs. Je sais pourquoi ça n'a pas marché, par exemple, dans l'événementiel. Bon, je fais pas un événement, par exemple, en moins de, je pourrais te dire, en moins de 6 mois. Je fais plus. C'est par expérience. Parce que je sais, si j'ai moins de 6 mois, c'est comme si j'étais en train de réaliser ta propre temps, quoi. Non, Gamebo, c'est comme une loterie. Ok. Donc, ça peut ou ne pas. Oui, j'aime pas travailler. C'est-à-dire, si je comprends bien, pour faire un événement à succès, généralement, on prenait au minimum 6 mois pour la préparation. Mais moi, d'ailleurs, là, j'étais prêt à faire un événement pour le vernissage du livre, mais je me rends compte que je dois prendre du temps. Bien sûr, il faut se préparer. C'est quoi l'importance de la préparation?
Ça, j'ai eu à apprendre ça même dans mes cours de marketing. D'accord. Parce que dans le marketing, par exemple, la publicité, tu sais, la publicité, le secret de la publicité, c'est quoi? C'est juste la répétition. C'est juste la C'est répétition. une répétition. J'ai pas compris. Ça veut dire que quand on parle de marketing ou de advertising, la publicité, c'est-à-dire que c'est créer qu'on appelle brand awareness. Ça veut dire créer une conscience de ta marque. Le gens doit être conscient que tu existes. Ok. La plupart du temps, les gens ne viennent pas, c'est parce qu'ils te connaissent pas. D'accord. Et pour que les gens te connaissent, avoir cette conscience-là, que Aïdini existe, ça veut dire qu'il doit te voir, il doit voir ton visage de temps en temps. D'accord. Tu dois créer cette répétition-là. Donc, ça veut dire quand il dort, il se réveille, il ouvre son téléphone, il te voit. Quand il quitte la route, il regarde comme ça, il te voit. Ouais. Il rentre à la maison, il te voit. Tu entres dans sa tête. Et il y aura un autre jour, ils vont demander, ah, tu connais ce monsieur? Je le vois souvent. Tu comprends? D'accord. T'as créé une conscience de ta marque. Ok. Tu vois? Dans le marketing, on demande 6 mois. Pourquoi? Parce que ça donne assez de temps de créer cette répétition-là. De créer cette répétition. Les mêmes choses. Tu répètes les mêmes choses, tu répètes, ça rentre dans la tête. Et une personne, sans même demander, va te dire, non, le 20 mars, oui, j'ai vu, il y a un événement là qui arrive le 20 mars. D'accord. Tu comprends? C'est parce que tu as créé cette répétition-là. Non, tu vois, c'est juste ça, c'est le marketing, c'est la publicité. Très important. Et tu as besoin assez de temps. Là, est-ce que vous pensez que, généralement, la plupart des personnes échouent parce qu'ils n'ont pas assez de temps pour se préparer? Ça dépend dans quel domaine. Mais souvent, je dirais oui, à condition qu'il y ait un coup de chance qui arrive difficilement aussi. À condition que ça soit vraiment de la chance. Bon, il y a d'autres personnes aussi qui ont eu de la chance. Moi, je connais beaucoup de gens qui sont devenus millionnaires dans le Bitcoin, par exemple. Il y a coup de chance. Ça a marché. Mais, tu peux pas te baser que sur la chance, tu vois, un peu. Il faut se baser plus sur la préparation. Surtout pour un entrepreneur. Moi, je préfère la préparation qu'à la chance. Ok. C'est quoi la nuance, au fait, que nous faisons entre les deux? La chance, c'est qu'on dit en anglais gamble. Donc, c'est comme une loterie, quoi. Ça veut dire que, tu remets ton sort au divin. Genre, j'essaye. Je sais pas si ça va marcher ou ça va pas marcher. Ouais. Alors non, donc genre, je sais pas si ça marche ou ça marche pas. Tu vois un peu? Contrairement à la préparation, c'est genre, j'ai envie de faire ça. Comment je dois faire pour arriver là-bas? Je dois prendre telle formation. Ok, je dois comprendre c'est quoi les systèmes. Comment on fait pour faire ça? Tu vois? Quand tu commences déjà à te poser la question comment, ça te pousse à trouver des moyens à arriver, à t'équiper toi-même, à avoir des armes pour arriver à atteindre ces résultats. Tu vois un peu? Ça, c'est plus de la chance. C'est de la préparation. Okay. Et en anglais, même, on dit, je pense que je t'ai déjà dit ça, success is one, opportunity meets preparation. Yes, le succès, c'est lorsque la préparation rencontre l'opportunité. Rencontre la préparation. Tu vois, quand t'es prêt, et des fois même quand t'es prêt, tu peux comprendre et saisir que, c'est ça. Ça, c'est mon opportunité. Parce que tu as eu le temps de tout. Parce que tu sais, tu peux sentir ça. Yeah. C'est l'opportunité à saisir. Ok. Mais quand t'es pas prêt, ça va te passer. Parce que t'es pas prêt. Tu vois? Je donne un exemple. Par exemple, aujourd'hui, tu te décides, non, je dois acheter, par exemple, une Range Rover. Non, je dois vraiment acheter. Tu dors, tu travailles, je dois acheter une Range Rover. Crois-moi, pendant 3 mois, tu verras que le Range Rover sera sur toute la route. Tu vois un peu? D'accord. Pourquoi? Parce que ta concentration, c'est aller vers le Range Rover. Tu as dégagé cette énergie. Je me rends compte d'ailleurs que j'ai même pas vu de Range Rover aujourd'hui. C'est pas parce que ça n'existait pas, mais c'est parce que mon attention n'y était pas. D'accord. Je comprends. D'accord. Dès que tu penses à ça, partout tu vas voir ça maintenant. Tu passes. Range Rover. Non, c'est celui-là que je veux. Non, c'est lui-là le nom. Tu vas savoir ça partout maintenant. Tu vois un peu. C'est parce que t'as donné ton attention à ça. Et ton énergie, t'as dégagé ton énergie pour cela. Et c'est comme ça que tu commences à voir ça. C'est pareil aussi dans l'opportunité. Ok. Quand t'es prêt, tu verras des opportunités. Quand t'es prêt. Ça va se présenter.
C'est-à-dire que ceux qui ne voient que les femmes pour les hommes, c'est-à-dire que c'est leur énergie. Tout le temps, ici, non, mais je te dis, là, tu vois un peu, les hommes à femmes, là, c'est l'énergie qu'ils concentrent pour les femmes. C'est comme ça qu'ils ne rencontrent que les femmes. D'ailleurs, je vais vous raconter une petite histoire. Moi, il y a un jeune avec qui nous vivons sur une même avenue qui est venu me poser la question. Il me dit, écoute, on se connaît, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans, carrément, mais je ne te vois presque jamais là avec une femme même dans le quartier. Comment tu fais? C'est ça la question qu'il me pose. Comment je fais pour vivre sans pour autant, voilà, me chercher des femmes à gauche et à droite? Je lui ai dit, c'est ça la différence entre toi et moi. C'est-à-dire, je ne dis pas que les femmes ne m'intéressent pas. Non, je suis un homme. C'est très normal. Mais c'est juste que, voilà, c'est pas, en fait, c'est pas une priorité pour moi. Et lui me fait comprendre que non, mais c'est impossible pour un homme de... J'ai dit non, le problème, c'est que ton énergie, tu as vraiment tu t'es dit déjà que c'est impossible pour un homme. Et du coup, voilà, ça crée même cette faiblesse-là en toi. Et du coup, tu vas tomber et voir un homme qui ne se concentre pas sur les femmes, bah écoute, tu vas dire que c'est un homosexuel carrément. C'est l'énergie que tu dégages en fait. Tu vois, et tu l'attires. Tu vois, et puis tu verras des opportunités de femmes partout. Donc, tu vois ton pote, tu regardes, oh, c'est elle là, je vois l'appel. Tu vois un peu, c'est parce que t'as concentré cette énergie là, et les opportunités ça vient. D'accord. Mais Chief, il y a quelque chose au fait que j'aimerais savoir, c'est que vous avez été américain. C'est-à-dire, quand je parle d'américain, c'est-à-dire dans le discours, dans ce dont vous nous aviez fait comprendre sur votre parcours. Parlons un peu africain. Le rêve de 90% des personnes qui vivent en Afrique, c'est d'aller aux États-Unis, en Amérique, en Europe. C'est-à-dire, c'est exactement ça, parce que nous avons exactement cette conception-là de, écoute, moi, dans mon pays, ça peut pas marcher. Alors, premièrement, que pensez-vous de ça? Que pensez-vous de cette conception-là? Bon, en fait, tu vois, on peut pas condamner aussi, c'est la réalité sociale, en fait. Il y a certains qui ont raison par rapport à la conjoncture du pays, par rapport aux opportunités que le pays n'offre pas. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui vont à l'école, qui vont à l'université, mais il y a pas assez d'emplois, par exemple, tu vois. Ils n'ont pas assez de chances de se retrouver ici, tu vois, un peu. Donc, moi, je pense que c'est juste la conjoncture et puis les réalités sociales. C'est tout à fait normal, quoi. C'est tout à fait normal. On est tous passés par là. Tu vois, non, c'est pas, moi, j'aime pas aussi, tu vois, des clichés, là, non, on a tous voulu, à un certain moment, aller à l'extérieur. C'est un peu d'évoluer. Et je pense même c'est mieux, parce que ça t'ouvre d'autres horizons. Et ta façon de réfléchir aussi va beaucoup changer. Ça aide beaucoup. Je pense l'influence même que j'ai dans l'entrepreneuriat, c'est parce que j'étais au States. Sinon, je sais pas. Sinon, peut-être ma façon de voir les choses va être différente. Mais j'ai remarqué que la plupart des personnes qui vivent à l'étranger, un peu comme vous, généralement nous disent une seule et même phrase, c'est il y a beaucoup d'opportunités en Afrique. Généralement, la plupart, je me rappelle même une fois, vous m'aviez dit ça, que, écoute, à Edini, aux États-Unis, tu peux venir rien améliorer. J'ai aimé la nuance parce que t'as bien commencé, t'as dit les gens qui sont à l'étranger. Exactement. Je vais te donner un exemple, tu vois. Et souvent, ce sont les joueurs qui s'assient dans le banc de touche, qui voient toutes les fautes qui sont sur les terrains. D'accord. Tu comprends? Il va dire à un autre joueur, non, il fallait donner la passe, là. Tu vois? Pourquoi? Parce qu'il est à l'extérieur, il a une autre vision du jeu. C'est lui qui est à l'extérieur, qui ne joue pas. Il a une autre vision du jeu. Tu vois? Tu parles de gens de la diaspora. C'est vrai, c'est parce qu'ils sont de l'extérieur qu'ils comprennent qu'il y a des opportunités. Mais quand t'es dans le pays, tu vois pas. Tu ne vois que des problèmes. Mais quand t'es à l'extérieur, tu vois que des solutions. Parce que tu es dans un pays où il y a à résoudre ces genres de problèmes. Et en soi, tu t'inspires, tu te dis, mais ici, chez nous, voilà, ici, dans d'autres pays, c'est facile, il y a des métros, il y a ceci. Mais comment dans le pays, par exemple, tu vois, toi, tu vois que c'est une solution. Un problème qui se trouve dans le pays, mais celui qui est dans le pays, pas nécessairement, il va le voir. Il y a de certains qui voient, et oui, mais pas nécessairement. Raison pour laquelle tu verras, c'est souvent les gens de l'extérieur qui vont te dire, il y a beaucoup d'opportunités, oui. Agree. Il y a beaucoup d'opportunités. Et vous pensez que, parce que vous avez dit que pour ceux qui sont en Afrique, ils ne voient que des problèmes. Alors,
Quelle est la solution pour ça, pour pallier à tout ça? C'est-à-dire, parce que c'est pas tout le monde qui peut arriver, par exemple, aux États-Unis, c'est pas tout le monde qui a cette capacité-là. Mais comment faire pour que nous qui sommes ici en Afrique, c'est vrai que oui, moi j'ai déjà été à l'extérieur de l'Afrique, mais je pose vraiment plus la question pour celui qui n'a jamais voyagé. C'est-à-dire, il sait même pas comment il fait pour avoir un passeport, mais qui ne voit que des problèmes. Vous, étant donné que vous avez un regard extérieur, qu'est-ce que vous pouvez dire à celui qui n'a jamais voyagé avec votre regard extérieur? Comment vous pouvez lui présenter des opportunités cachées de l'Afrique, par exemple? C'était même ça le but de la fondation. D'accord. Que j'avais lancé en 2022, tu te rappelles? Bien sûr. Et là, entrepreneur et leader d'Afrique. Bien sûr. C'était ça le but. Le but, c'est... Parce que moi, je pense que l'Afrique a plus besoin d'entrepreneurs que des politiciens même. On a besoin des politiques. L'Afrique a besoin d'entrepreneurs. On a besoin... Et tu vois, l'une des richesses de l'Afrique, c'est les jeunes. L'Afrique a beaucoup de jeunes. La jeunesse, tu vois, contrairement à d'autres pays. L'Afrique a beaucoup de jeunes. Et raison pour laquelle on a besoin de jeunes entrepreneurs en Afrique. Et c'est ces entrepreneurs qui peuvent résoudre tous les problèmes de l'Afrique. Tu vois. Et c'était ça l'idée de la fondation. D'accord. C'est accompagner les jeunes dans l'entrepreneuriat. D'accord. Et leur aider à créer, à construire des projets. Et pour construire un projet, faut voir des opportunités. Tu vois. C'était ça, en fait, l'accompagnement de jeunes entrepreneurs. D'accord. Si on peut créer des institutions, des organisations pour orienter les jeunes, leur accompagner, leur expliquer c'est quoi l'entrepreneuriat, leur faire comprendre, voilà, ça, ce sont des problèmes qu'un entrepreneur peut trouver une solution. Tu vois un peu? C'est ça, en fait. On a besoin des entrepreneurs africains. On a besoin de l'entrepreneur. On a besoin de développer ou d'accompagner ou d'établir des établissements qui peuvent accompagner de jeunes dans l'entrepreneuriat. On a juste besoin de ça. Si on peut former assez de jeunes dans l'entrepreneuriat, je pense que il y aura beaucoup de problèmes qui vont se résoudre. Et comment vous définissez au fait un entrepreneur dans peu de mots, au fait, quand vous dites que l'Afrique a plus besoin d'avoir des entrepreneurs que par exemple des politiciens, mais la question que je me pose, c'est comment, en fait, qui peut être éligible dans l'entrepreneuriat, qui peut être appelé entrepreneur? C'est qui un entrepreneur? C'est pas un appel, c'est pas être pasteur, tu vois. Pastorat a besoin d'un appel. D'accord. On se forme pour être entrepreneur, sans se mentir. Tout le monde peut devenir entrepreneur. Ok. En soi, je pourrais dire une définition simple, l'entrepreneuriat, c'est juste résoudre des problèmes de la société. Tu vois un peu. L'entrepreneuriat, c'est ça, c'est apporter des solutions à des problèmes de la société, quoi. Tu vois. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Tu vois, c'est juste le mindset qui doit être prêt. Tu vois, à voir ces problèmes et à trouver des solutions. Tu vois. Donc tout le monde peut le faire, il y a pas de critère d'être éligible, tu vois. Mais ça veut dire que il faut juste conscientiser la jeunesse à prendre part à ces problèmes. Leur faire comprendre que voilà, tout le problème qu'on a maintenant, on a besoin de vous pour apporter des solutions. Tu vois, c'est juste ça. Dans leur donner le goût d'entreprendre. D'accord. Tu vois un peu. Donc tout le monde peut entreprendre. Mais quand on parle de jeunesse, généralement, je suis vraiment dans généralement. Je vais pas dire que c'est pour tout le monde parce que moi c'est pas le cas. Quand on voit jeunesse en Afrique, généralement le modèle de réussite, c'est sûrement dans la majeure partie des jeunes qui réussissent, c'est seulement généralement dans la musique, soit dans la comédie, vous voyez, c'est-à-dire des bêtises, en fait, c'est-à-dire ceux qui insultent, ceux qui s'éclashent. Est-ce que pour un jeune qui a des bonnes valeurs, par exemple, qui ne veut pas insulter sur les réseaux, qui n'a pas une belle voix pour chanter, je vais être vraiment basique. Pour une personne qui ne sait que repasser des vêtements, on va s'arrêter là. C'est-à-dire pas plusieurs compétences, avoir 4 mains, mais la personne ne sait que repasser. Est-ce que celui-là peut aussi entreprendre et un jour devenir riche? Bien sûr, c'est déjà de l'entrepreneuriat, tu vois. Le problème, c'est que, par exemple, je dirais pour
comment je pourrais dire, de qualité peut-être d'entreprendre, tu vois, un peu, ou de commencer quelque chose de grand. Par exemple, pour quelqu'un qui sait repasser, moi, je te dirais que moi, si je ne savais que repasser, au lieu d'aller chercher de l'emploi, je vais offrir un service. C'est-à-dire, j'irai dans plusieurs maisons et leur dire, et voilà, je peux offrir un service de repassage, tu vois. Et pire encore, si tu as le courage même, tu peux aller même dans des institutions, leur dire que voilà, j'ai un service repassage, même si t'as pas encore quelque part ou tout, je peux prendre vos chemises et vous ramener ça le lendemain, tu vois. Même t'as nulle part, même si tu le fais chez toi à la maison, et tu leur dis, ouais, voilà, j'ai un service de repassage, je peux faire ceci, tu vois. Et tout le monde peut se faire de l'argent. En fait, c'est ça aussi le problème. Ça, c'est l'éducation financière aussi. Tu vois, un entrepreneur doit être éduqué financièrement. Tu peux offrir des services, 10 personnes, 30 personnes, je sais pas combien ça coûte. On peut te donner $10, $20, tu vois. On dit, tu te mets un objectif. Il faut se mettre un objectif. Il faut avoir un montant exact. C'est souvent, je te le dis même. Quand on fait un projet, je te dis, c'est combien le montant? Mais tu dois avoir un montant parce que si le but c'est, j'ai envie de me faire de l'argent, mais combien exactement? Combien? C'est pas de l'argent, peut être $200 ou $2000. Voilà, c'est des chiffres. Tu vois, c'est ça l'entrepreneuriat, c'est des chiffres. Donc, ça veut dire que tu te dis, je me donne 6 mois. J'ai besoin, par exemple, de $500 en 6 mois. Comment je peux atteindre $500? Bon, ça, c'est juste un exemple. D'accord. Comment je peux atteindre à avoir $500 dans 6 mois? Je te dis, ok, si j'offre un service repassage par maison, dans une maison me donne $10 par exemple, tu vois? Donc, ça veut dire que ça doit prendre 50 maisons. Et dans un mois, je dois faire combien de maisons? Dans un mois, je peux faire 20 maisons, par exemple. Tu vois? Donc, ça veut dire, ok, ça peut me prendre 4 mois, disons, ou 3 mois, par exemple. Donc, dans 3 mois, normalement, je peux avoir $500. On peut même 4. Comme ça, les transports, le reste des charges, mais au moins, tu épargnes une grande partie de cet argent. Tu vois? D'accord. Tu le prends pas pour le dépenser dans autre chose. Tu prends pas cet argent pour aller sortir avec des filles. Non. Tu vois, tu prends cet argent, tu mets à côté, tu dis que c'est pour un projet, je dois avoir $500. Avec le $500, je sais que je peux peut-être engager quelqu'un d'autre ou peut-être acheter des matériels, des repassages. Ok. Tu vois. Et puis la langue, monter même une entreprise. Voilà, c'est ça la vision en fait. Ok. Le problème c'est pas de commencer grand, le problème c'est de commencer petit même. Ok. C'est pas commencer grand, c'est commencer petit. Tu vois. Dans 6 mois, si tu as des équipements, t'arrives à repasser, je sais pas moi, tu arrives à faire de grandes 100 maisons plus et tout. À un certain moment, tu te trouves un établissement. D'accord. Et puis après, ça devient un pressing. Tu vois un peu. Mais t'as eu à commencer quelque part. Tu vois, l'essentiel, c'est la vision. C'est là où tu vas arriver, quoi. Tu vois. Les débuts, souvent, ont toujours été faibles. Les débuts ont toujours été faibles. L'essentiel, c'est la finalité. C'est là où tu vas. Tu vois un peu. Les raisons pour lesquelles tu dois avoir une destination. Parce que quand t'as pas de destination, t'as pas de direction. Tu vois. Je venais à peine de le dire. Non. C'est pas quoi. On peut pas sortir ici et se dire, on y va quelque part, on sait pas où on va. Ok. Yeah. Et, la question, c'est au sujet de Monsieur Credo Okeke, c'est, quelle est votre vision du futur par rapport à l'entrepreneuriat et par rapport à l'Afrique, étant donné que vous êtes africain, mais résident, c'est vrai, aux États-Unis. Est-ce que vous allez, voilà, faire des entreprises là-bas? Parce que je sais que vous n'en avez pas qu'une seule. Vous avez cité juste une, mais je sais qu'il non. Alors la question c'est, est-ce que vous visez aussi être parmi les acteurs d'une amélioration ici en Afrique, ou bien vous comptez, voilà, tout faire là-bas? T'étais à Dubaï, non? Oui, j'étais à Dubaï. Je pense que Dubaï s'est développé avec quoi? La politique. C'est l'entrepreneuriat. Ok. Tu vois? Ils avaient une vision, ils ont appelé des entrepreneurs, et ils se sont développés. Aujourd'hui, Dubaï, c'est qu'il est aujourd'hui. Tu vois, mais ça n'a pas commencé comme ça. C'était désertique. C'était un désert, Dubaï. Mais aujourd'hui, c'est pratiquement, tu vois, c'est une grande ville, c'est une ville touristique. Beaucoup de gens y vont pour voir des immeubles. Je comprends. Donc ça prend le temps, mais l'essentiel c'est qu'il y ait de la volonté et une vision. Tu vois. Et pire encore, c'est que la personne qui avait la vision de Dubaï, c'était le père.
C'était son père, en fait. C'était le père qui avait la vision, mais c'est le fils qui accomplit la vision. D'accord. C'est l'histoire de Dubaï, je te dis. C'était le père qui avait une vision, mais il est mort sans pour autant finir la vision. Le fils qui continue. C'est ce qu'on appelle en anglais legacy, tu vois. Ok. Donc, j'ai une vision pour l'Afrique, of course. Je suis africain, je suis congolais. J'ai besoin que mon pays se développe aussi. J'ai besoin que Kinshasa soit aujourd'hui comme Dubaï, que Mwanda soit comme Miami. D'accord. Tu vois. Yeah, on peut le faire, mais je peux pas le faire seul. Je dois influencer des gens qui peuvent marcher avec moi. D'accord. Et le faire, tu vois un peu. Les Américains, ils disent, tu vois, if you wanna go fast, go alone. If you wanna go far, go together. Si tu veux aller rapidement, va seul. Et si tu veux aller loin, on va ensemble. Ok. Tu comprends? Yeah. Donc, ça veut dire, on a besoin de gens, raison pour laquelle on a monté cette fondation. On a commencé avec Ella. C'était pour influencer de jeunes. Moi, je suis d'ailleurs le fruit de Ella. Ella. Parce que sans que je ne vous rencontre jamais de ma vie, je n'allais connaître c'est quoi l'entrepreneuriat. Exactement. Alors, il y a déjà une valeur ajoutée. J'en suis la preuve d'ailleurs. Exactement. Et sans compter les autres personnes. Voilà. Si on peut avoir Aïdini, 20 Aïdini encore, je pense qu'on peut impacter, on peut faire quelque chose. Je pense qu'on a déjà 20 Aïdini, il faut ajouter même 100. Tu vois. Donc, c'est ça l'idée, quoi. Si on est plusieurs, on peut impacter. On peut se mettre en tant que jeunes. Tu vois, j'apprécie les Nigériens, ils les font. Les Nigériens sont très communautaires, ils sont genre, ils peuvent se mettre à 20, ils se disent, bon, on peut construire un hôtel, par exemple. On peut construire des routes, par exemple. Tu vois un peu. À 20 personnes, 20 entrepreneurs, qu'est-ce qu'on peut faire? On apporte nos financements. Bon, on est à 20, on monte une institution, on peut lever les fonds. Tu vois. Mais au moins, ils se mettent ensemble pour accomplir un projet. Tu vois. L'idée, c'est pas d'accomplir un projet seul pour que les gens disent que, c'est à lui. Non. L'idée, c'est qu'on travaille ensemble. C'est pour impacter la société. Alors, en fait, monsieur Claude, ça, c'est d'ailleurs un point très fort. C'est-à-dire, moi, j'ai vraiment comme l'impression que c'est ça le problème de l'Afrique. Bon, je sais pas dire l'Afrique parce que je vais parler de la RDC carrément. Parce que, apparemment, tout le monde est à la recherche de la gloire. C'est-à-dire, quand je parle de la gloire, c'est-à-dire, qui doit être le numéro 1? C'est qui le chef? Vous pensez que je pense même que c'est ça le problème qui nous tue, au fait, aujourd'hui. C'est une mentalité carrément congolaise. Je dirais même pas congolais, je dirais peut-être quinois. Quinois. D'accord. Les Quinois, ils aiment show off, comme on dit en anglais. Ils aiment bien paraître. Ils aiment qu'on puisse l'applaudir. D'ailleurs, chez nous, on appelle ça matalana. Ouais, ils aiment des éloges, tu vois. Mais moi, heureusement, merci parce que j'ai quand même passé une grande partie de ma vie aux États-Unis. J'ai plus ces problèmes. Moi, toi, tu me connais. Moi, je m'en fous carrément. Tu vois? J'ai pas envie que tu me dises que, waouh, ce monsieur a de l'argent. Non. J'ai besoin d'un témoignage pareil que, ce monsieur, il a changé de vie. Ce monsieur, il a apporté quelque chose dans la société. Tu vois? Moi, mon plus grand souci, c'est, si je meurs aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils diront de moi? Tu vois? Ils diront que ces gars avaient un immeuble, ou les gens viendront et diront que, waouh, ce gars a changé de vie. Tu vois un peu. Donc c'est ça, c'est juste question de mindset. Et la question, en vous disant ça, je pense que nous sommes déjà en train de chuter. Et si, étant donné que vous parlez de la mort, si aujourd'hui était votre dernier jour de vivre, et que vous demandez de passer un message, c'est-à-dire comme si c'était votre dernière fois, parce que vous voyez, la mort, ça peut m'arriver même à moi en sortant là, je peux me casser la tête, faire un accident, ça peut arriver. Bon, c'est seulement chez nous ici, la mort c'est tabou, c'est même considéré comme un esprit mauvais, alors que qui est né mourra. Alors ma petite question, c'est si vous avez un message à passer, que ce soit au pays, à la jeunesse, à la génération, quel serait ce message que vous passerez? Je sais, je veux dire une vérité. Tu sais, la mort, pour moi, c'est une motivation. Ok. Je pense une motivation. C'est une motivation de ouf. De ouf.
Je veux dire pourquoi. Comment ça, l'amour? C'est... Je veux même être très personnel. Personnel dans la vie. Quand je t'ai dit, à 16 ans là, c'est là où j'ai perdu mon père. Ah ouais? Là, j'ai perdu mon père un peu trop tôt. J'avais quoi, 15, 16 ans. Ok. Mais quand mon père est parti, financièrement, c'est écroulé. Tu comprends un peu? D'accord. Financièrement, c'est écroulé parce que tout ce qu'il avait laissé, et puis après, tu vois, on peut pas tenir pendant des années, tu vois un peu. Et puis après, tu sens qu'il y avait une régression quand même. On doit se le dire, tu vois. Ça, c'est personnel, tu vois. Et moi, c'est ça en motivation, c'est que ça me motive la mort dans les sens où j'aimerais que même quand je meurs, que ceux qui sont restés après moi, qu'ils ne puissent pas régresser. D'accord. Tu vois un peu. D'accord. Et chaque jour, je me réveille pour me dire, ah, je peux mourir demain, mais qu'est-ce qu'ils auront après? D'accord. J'ai besoin de laisser quelque chose qui sera durable. Tu vois? C'est une réalité qu'on vit dans notre pays. Je connaissais pas ça, je suis pas le seul, beaucoup d'amis, quand ils perdent un père, par exemple, quand le papa meurt, souvent, là, c'est les foyers qui s'écroulent. Pourquoi? Parce que ils avaient qu'une source de revenus. C'était lui. Tu vois? C'était lui qui gérait tout, c'était lui qui faisait tout, c'était lui qui faisait cela. Tu vois un peu? Et moi, j'ai grandi toute ma vie en disant que moi, si je dois partir, tu vois, je dois laisser quelque chose. I have to build a legacy. Tu comprends? D'accord. I want to build a legacy. Like, même si je pars, mais au moins, il y a quelque chose qui reste. D'accord. Tu comprends? C'est ça que je dis, c'est une motivation. C'est vraiment une motivation pour moi. Dans mourir, bon, on a tous peur de mourir. Bon, je dirais même pas que j'ai peur de mourir. Tu vois, de voir, non, ça va. Non, je vais partir. Mais mon plus grand souci, c'est ça, en fait. Si je pars, qu'est-ce que je laisse? Et qu'est-ce que vous espérez laisser à la génération? C'est-à-dire, pas seulement la famille, mais la génération. Qu'est-ce que vous espérez laisser? C'est-à-dire, même en termes de message, qu'est-ce que vous espérez laisser? Ah, c'est-à-dire, vous aimeriez qu'on se souvienne de vous de quelle manière, en fait? Je pense je dirais même d'un influenceur. Un vrai. Un vrai. Pas de réseaux sociaux. D'un influenceur. Okay. Un vrai. Quelqu'un qui a eu à impacter les gens positivement. Même pas financièrement. Même pas, tu vois, je suis pas un philanthrope. Tu vois, aujourd'hui aussi, c'est même pas s'il y a des philanthropes. Ouais. Parce que les gens, quand ils vont donner, ils montent sur les télés, tu vois. Ouais. Et en soi, pourquoi tu donnes? Pour montrer. Tu vois un peu? Je dirais pas que je suis un philanthrope, mais je dirais quand même qu'un influenceur, j'aimerais bien influencer les jeunes surtout, tu vois, à faire mieux, tu vois. Moi, j'aime toujours, je te dis souvent même, tu dois faire plus que moi. Yeah. Tu vois, moi, c'est ça ma motivation. Yeah. Tu vois, tu dois faire plus. J'ai envie de te voir évoluer, j'ai envie de te voir faire plus, tu vois. J'ai envie, tu vois, raison pour laquelle on a monté cette fondation, c'est pour orienter les jeunes à faire plus, à être mieux, au développement personnel, tu vois, à changer leur mentalité, à changer la façon de réfléchir, tu vois. Yeah, c'est ça, en fait. Même si je suis plus là aujourd'hui, mais au moins les gens se diront, non, ce monsieur a vraiment influencé. Et ce qu'il disait, c'était vrai. Tu vois, on n'a pas eu assez de gens qui ont eu à dire ce qu'ils disaient. Tu vois. Yeah. Donc c'est ça, en fait. C'est ça le message. Il y a d'ailleurs une chose, quand vous étiez en train de parler de la mort, vous avez parlé de la mort de votre père, à son âme. Ça me rappelle vraiment une histoire. Je me souviens encore. On connaît 2 cas. Je vais pas citer des noms par respect, mais je connais 2 personnes. Il y a une personne, en tout cas, que nous connaissions, très intelligent. Il a même écrit un livre, le monsieur. Mais la chose est que il consomme de l'alcool, c'est-à-dire comme pas possible. En tout cas, le voir clean, ça n'existe presque plus. Il est toujours ivre. Mais je connais une personne qui avait perdu aussi un être cher, mais là c'était pas sa mère, mais son père. Je peux même citer son nom, c'est Karamo Sangaré. C'est-à-dire que lui, lorsque il a perdu son père, ça a été comme le déclic. C'est-à-dire, il ne s'est pas servi de ça pour s'enfoncer, comme l'a fait l'autre.
Parce que quand on est en train d'en discuter, il y a des amis qui me disaient non, en fait, le problème est que il faut le comprendre, il fume comme ça parce qu'il a perdu sa mère et depuis qu'il a perdu sa mère, c'est juste une façon, mais écoutez, depuis combien d'années? Plus de 5 ans, 10 ans, il ne fait que fumer. C'est-à-dire, il a vraiment éclaté sa vie à cause du fait qu'il a perdu sa mère. Mais l'autre, dans le cas de Karamo, par exemple, on va se rendre compte qu'il perd son père et ça a été le déclic pour lui pour qu'il puisse faire quoi? Devenir un homme grand. Et là, je me rends même compte que vous aussi, c'était le même cas. C'est-à-dire que la mort de papa, à la place de vous enfoncer, je me rends d'ailleurs compte que ça a été les déclics qui vous a poussé, au fait, à devenir entrepreneur. Exactement. Parce que on se rend compte à peine que si papa était là, peut-être ça va être différent. Voilà, certainement vous serez pas entrepreneur. Et alors, c'est la raison pour laquelle je dis souvent aux gens, la réalité, souvent, quand ça arrive, ça dépend de comment tu réagis face aux réalités. Okay. La réalité, on l'aura toujours. Tu vois. Soit t'utilises ça comme une motivation, soit ça t'enforce toi-même à t'enterrer. Okay. Soit ça t'enterre carrément. Soit t'utilises comme motivation. Okay. Tu vois. Et les boxeurs, ils sont forts dans ça. Souvent, on leur dit, il faut prendre votre peine. Il faut se nourrir de votre peine. Tu vois. Okay. Les raisons pour lesquelles, parce que des fois, ils se battent contre une personne qui n'ont pas de problème. On vous met sur un ring. On demande de vous battre pour de l'argent. Des fois, je suis pas en colère contre toi. On n'a pas de problème. Mais, des fois, ils se nourrissent de cette peine. Tu vois un peu? Yeah. Ils se nourrissent pour avoir cette motivation qui leur pousse à faire. Je me rends compte, j'ai même vu ça aussi, Mike Tyson en a parlé. Bien sûr. Il y a son fils qui voulait être boxeur comme lui et il lui a dit jamais tu ne seras boxeur. Et ça a choqué le média et Mike Tyson a dit écoute, toi tu es né dans la richesse, tu as tout trouvé. Yeah. Et tu penses que boxer c'est de la blague. Moi, à chaque fois que j'ai boxé, je n'étais pas en train de voir devant moi un être humain, mais j'étais en train de voir une personne qui risque de me faire retourner dans la pauvreté. Du coup, je dois le cogner. S'il peut mourir, I don't care. Mais tout ce que je veux, c'est, je dois atteindre mes objectifs. C'est ça, en fait. Ok. Yeah. Des fois, la peine nous aide à nous nourrir, à nous motiver. Okay. Et soit tu le prends et puis tu te motives, tu dis, bon, là, j'ai plus personne. Ça veut dire que je dois voler de mes propres ailes maintenant. Et vous dites quoi à toutes les personnes qui ont perdu des êtres chers, mais qui se sont enfoncés pour ça? Qu'est-ce que vous leur dites? Je dirais qu'il faut pas se trouver une excuse pour échouer. Ok. Tu vois, ça, c'est trouver des excuses carrément. Il n'y a pas d'excuses. Non. Tu vois? Au contraire, c'est même une raison pour laquelle ils doivent réussir. Sûrement, ils ont de la famille aussi. Yeah. Tu vois? Et pourquoi pas être une motivation aussi pour les autres. Tu vois? Donc, au contraire, ça doit leur booster. Tu vois? Au contraire, ça doit leur donner une certaine vision de la vie. Yeah. Ça doit plutôt leur prêcher qu'au lieu de leur, tu vois, détériorer quand même. Exactement. Tu vois? Exactement. Ça doit être une méditation. Tout à fait. Tu vois? Essayer de réfléchir sur ça. Une méditation, de dire que, tu vois, des fois aussi on doit méditer sur nos vies. Tu vois? Pour dire que voilà mon parcours, je suis arrivé jusqu'ici. Mais tout ce qui est arrivé, moi je te dirais pas que ma vie était toujours en rose. C'est faux. Tu vois? C'est faux. On a eu beaucoup de problèmes. Vous avez aussi manqué à manger à un moment de votre vie. Bien sûr. C'est vrai. Bien sûr. Mais ça, c'est vraiment, faut pas ça, là. Je peux imaginer. Je peux imaginer. Okay. Hein? Je te dirais même, beaucoup de gens ne savent pas, mais je te dis à toi, peut-être dans ces podcasts. Aux États-Unis, il y a un moment, quand j'étais aux États-Unis, j'ai manqué du courant. Manqué du courant? Pas parce qu'il n'y avait pas de courant, c'est parce que je ne pouvais pas payer le courant. Ok. C'est-à-dire que vous êtes en train de vivre aux États-Unis comme à Kin? Bien sûr, tu peux imaginer. À ce niveau-là, je pense même pas que ça arrive. Ouais. Mais moi, je suis arrivé jusqu'à ce point-là. Je comprends un peu. Donc, ça veut dire qu'il y a un certain moment, j'ai trémé jusqu'à c'est un déclic. C'est toi-même comment tu prends ces circonstances. Tu vois. Moi, ça, c'est un déclic. C'est genre, non, plus jamais. Ok. Jamais. Je peux pas arriver jusqu'à ce niveau-là. Je peux pas tomber si bas. Ok. Comment on peut. En tout cas, merci beaucoup pour le grand témoignage. Merci beaucoup déjà pour le grand sacrifice. Moi, j'avoue une chose, c'est que je pouvais tout m'imaginer, sauf le fait que
vous alliez vraiment être là en RDC. Et waouh, vous l'avez fait. Je pense même que c'est la deuxième fois que vous puissiez faire ça, parce que la première fois qu'on s'est vu, je vous ai dit, écoutez, monsieur, à l'époque, je vous connaissais pas. Je vous ai dit, mais monsieur, vous me parlez entrepreneuriat, certes, mais je vous connais pas, je vous ai jamais vu. Venez au Congo et puis on va en parler. Ouais. Et puis vous avez pris un avion, vous êtes venu. Yeah. Et aujourd'hui encore pour cette émission, vous avez pris un avion, vous êtes venu. En tout cas, ça nous laisse sans mots. Vraiment, merci beaucoup pour... Merci, mais avant de finir, moi, je dois te poser une question. On s'est vu, on se connaît, ça fait 3 ans. Yeah. Quand je te connaissais, je pense pas que tu allais avoir l'idée d'écrire ce livre. Du tout, jamais. Mais après 3 ans, c'est quoi l'idée d'écrire ce livre? C'est quoi? C'est les Aydin de 3 ans passés, ça a changé. En tout cas, c'est quoi ces changements-là? J'avoue que peut-être que la plupart ne vont pas le croire, mais c'est en tout cas en grande partie grâce à vous, hein. C'est grâce à vous. Merci. Je t'ai dédicacé aussi dans les livres. Bien sûr, vous êtes dédicacé. En tout cas, c'était un plaisir. Yeah, merci beaucoup. Alors, nous sommes déjà à la fin, nous finissons déjà. Nous avions reçu, comme vous l'avez remarqué, Monsieur Credo Keke, qui est venu des États-Unis jusqu'en Afrique, précisément en RDC, juste pour cette émission podcast. Alors, ce que nous aimerions vous dire, c'est que restez toujours connectés, restez branchés, parce que aujourd'hui nous avons reçu un entrepreneur, demain ça sera un pasteur, ça sera un homme politique, ça sera un musicien, ça sera un joueur, etc., etc. Alors, tout ce que nous aimerions vous dire, c'est que merci d'avoir assisté à De la peur à la scène, et nous espérons vous revoir très prochainement. Alors, des bonnes choses chez vous, et demain sera meilleur. Thank you.